Bonjour, troisième partie de ce cours d'introduction à la mécanique quantique. Dans cette vidéo, nous allons voir comment décrire la position d'un objet quantique en utilisant une fonction qu'on appelle la fonction d'onde. Alors, en mécanique classique, nous l'avons vu dans la vidéo précédente, je l'ai mentionné, on sait donner la position d'un système matériel à tout instant. C'est-à-dire qu'on peut mesurer sa position à tout instant, et en reliant ces positions successives, on va dessiner ce qu'on appelle la trajectoire de la masse. En mécanique quantique, la position d'un quanton n'est pas définie tant que le quanton n'est pas détecté. C'est-à-dire que tant qu'on ne fait pas l'opération de détecter le quanton en utilisant un capteur, en utilisant un écran par exemple pour un photon, alors on considère que la position de l'objet quantique n'est pas définie. Il n'est nulle part si on veut. À partir de ce moment-là, on voit qu'il faut abandonner complètement la notion de trajectoire. On ne peut pas donner sa position à plusieurs instants successifs, donc on ne peut pas vraiment parler de trajectoire. Alors, nous avons vu en interprétant l'expérience de la vidéo précédente qu'il était impossible de connaître avec précision la position d'un objet quantique, d'un quanton, mais qu'on allait pouvoir donner la probabilité de le détecter en un point. Alors, cette probabilité, on va l'intégrer à l'intérieur d'une fonction qu'on va appeler la fonction d'onde du quanton, et c'est cette fonction qui va se substituer au vecteur position qu'on utilisait en mécanique classique. Alors la fonction d'onde d'un quanton, on la note psi. En général, c'est une fonction complexe, et elle va dépendre de l'espace, donc du point M qu'on considère, et du temps. C'est-à-dire qu'en différents points de l'espace, la probabilité de détecter un quanton ne sera pas la même, et à différents instants, ce ne sera pas la même non plus. La fonction psi est définie de la manière suivante. On considérera que la probabilité dp de trouver le quanton dans un volume d taux de l'espace centré sur le point M, ce sera le module de la fonction d'onde au carré fois d taux. Naturellement, la probabilité de trouver le quanton en un point de l'espace tout entier est de 100%. Donc la fonction d'onde va vérifier la relation suivante qu'on appelle condition de normalisation. L'intégrale sur l'espace entier du module de psi carré des taux est égale à 1, 100%. Alors, nous, cette année, on va assez peu utiliser la fonction d'onde. Dans cette partie, l'idée, c'est vraiment juste de vous l'introduire, que vous compreniez à peu près ce que c'est, mais nous, on ne travaillera pas sur des fonctions d'onde. Vous ne chercherez pas à calculer des fonctions d'onde, vous travaillerez très peu avec. On va quand même essayer d'interpréter une expérience d'interférence en utilisant brièvement cette fonction d'onde. Alors on va considérer le dispositif suivant que vous connaissez, dispositif Defend-Young, éclairé par de la lumière. Donc on a une source ponctuelle S qui émet de la lumière, donc des photons dans toutes les directions de l'espace. Derrière cette source ponctuelle S, on place un écran percé de 2 fentes, et derrière cet écran percé, un écran d'observation sur lequel on va observer une figure d'interférence. Dans la première expérience, on va cacher la fente du bas. On va donc observer ce qui se passe lorsque la lumière passe dans la fente supérieure, et on va essayer d'interpréter cette expérience en utilisant une description corpusculaire de la lumière, donc une assemblée de photons. Lorsqu'on observe l'écran d'observation, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une tache lumineuse dont le centre est situé pile poil en face de la fente, et cette tache lumineuse, elle a une certaine largeur qui est due au phénomène de diffraction. L'intensité lumineuse qu'on observe sur l'écran est directement reliée à la probabilité de détecter un photon si on pouvait détecter les photons un à un. Donc la courbe que vous avez en rouge ici est la probabilité de détecter un photon en un point de l'écran. Par exemple, ici, on a une probabilité quasi nulle de détecter un photon. Ici, on a une probabilité maximale de détecter un photon. Lorsqu'on cache la fente du haut et qu'on fait la même expérience avec la lumière qui passe par la fente du bas, les conclusions sont à peu près les mêmes, à la différence qu'évidemment, la probabilité de détection P2
est situé en face de la fente du bas. Bon. Alors maintenant, quand on ne cache aucune fente, quand les deux fentes sont là, ce qu'on s'attendrait à observer, c'est la somme des probabilités précédentes. Donc on s'attendrait à observer une probabilité de présence qui correspond à la courbe en rouge ici, c'est-à-dire des probabilités maximales en face des fentes, de la fente du haut et de la fente du bas, avec une probabilité qui décroît quand on s'écarte de ces fentes. Et ce qu'on observe, et ça vous le savez, ce sont des franges d'interférence, c'est-à-dire que la probabilité de présence va être oscillante, elle va osciller entre des valeurs maximales et minimales qui ne sont pas situées forcément en face de ces fentes. On remarque donc que la probabilité de présence P3 dans l'expérience numéro 3 n'est pas égale à la somme des probabilités de présence P1 et P2. Et c'est ça qu'on va essayer d'expliquer en utilisant la fonction d'onde. Alors, on va noter psi1, la fonction d'onde d'un canton, lorsqu'il passe par la fente numéro 1. La fente numéro 1 toute seule. On va noter psi2, la fonction d'onde du canton, lorsqu'il passe par la fente numéro 2 toute seule. La fonction d'onde du canton, lorsque les deux fentes sont ouvertes, lorsque aucune fente n'est cachée, ce sera quelque chose de proportionnel à psi1 plus psi2. Alors, j'ai pas mis une égalité ici, parce qu'il y a un facteur numérique de proportionnalité pour que la condition de normalisation soit respectée. D'accord ? La probabilité de présence dans l'expérience numéro 3, elle va être proportionnelle au module de psi au carré. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans la définition de la fonction d'onde. Or, le module de psi au carré, c'est le produit de psi par son conjugué, psi étoile. Et si je remplace psi avec la somme précédente, on obtient une relation de ce type. Alors j'aurais dû ici mettre plutôt un proportionnel à plutôt qu'une égalité. Bon, ça ne changera pas grand-chose. Si je développe ce produit, qu'est-ce que je vais obtenir ? Je vais obtenir psi1 fois psi1 étoile, et ça c'est le module de psi1 au carré. Donc c'est la probabilité de présence P1. Lorsque je vais développer psi2 fois psi2 étoile, je vais obtenir le module de psi2 au carré, donc la probabilité de présence P2. Et il me reste ensuite les deux termes croisés, psi1 fois psi2 étoile, plus psi2 fois psi1 étoile. Et ce terme-là, c'est ce qui explique pourquoi la probabilité de présence dans l'expérience numéro 3 est différente de la somme P1 plus P2. C'est ça qui va expliquer le phénomène d'interférence. Donc tout se passe comme si les fonctions d'onde des photons qui passent par les fentes du haut et du bas interféraient et provoquaient donc ce phénomène d'interférence.